La prochaine heure, on va faire une table ronde sur la thématique viabiliser sa ferme par des choix stratégiques de production, avantages et inconvénients de la diversification ou spécialisation des cultures. Donc aujourd'hui, en face de vous, vous aurez surtout des fermes qui ont plusieurs années d'antécédents, qui ont déjà du recul, qui ont testé plein de choses, qui sont revenus sur d'autres. Et c'est pour ça qu'on les a choisis et aussi parce qu'ils ont accepté de venir débattre dans une table ronde qui n'est pas forcément évidente. Donc je les remercie. Et ce qu'on cherche à voir, c'est comment rester viable dans le temps, à la fois économiquement et puis aussi dans l'intérêt que le maraîcher ou la maraîchère porte à son boulot, que ce soit pas tout le temps répétitif et un petit peu pénible. Et là-dessus, Bao et Aurélien et Morgane ont plusieurs années de recul, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et Xavier Dubruck, qui est un conseiller technique en maraîchage, a vu aussi énormément d'exemples de maraîchage qui tenaient pas. Et donc voilà, on va profiter de son expérience. Alors, pour la première question, je vais juste vous demander de vous présenter rapidement et puis pourquoi vous êtes légitime ici, à cette place. Xavier, ouais. Bonjour à tous, Xavier Dubruck, donc je suis conseiller en maraîchage. Je suis ici à cette table ronde en tant que un peu observateur du milieu agricole. Donc moi je suis technicien, mais je suis technicien depuis 30 ans et je travaille avec bon nombre de maraîchers avec un profil très divers, du très gros maraîcher jusqu'au petit maraîcher, dans des systèmes qui vont du bio au conventionnel, etc., le MSV entre autres. Et donc c'est ce regard que je propose d'apporter au cours de cette table ronde. Bonjour, Aurélien Ferco, du coup, la ferme de Biodivie. Voilà, on est installé depuis 2010 et bon, on déterre un peu plus après. Bonjour, Bao. Alors, du coup, nous, c'est une ferme de 10 hectares et on a commencé en système extrêmement diversifié sur une petite surface. Et maintenant, on est passé en culture spécifique et sur 10 hectares. Et on verra ça au cours de la table ronde. Morgane Fournier, je suis installée depuis 2017, donc c'était ma 8e saison, si j'ai bien compté. Je suis installée sur 2 hectares 4, je cultive 1 hectare et je suis essentiellement en vente directe. Je sais pas si on enchaîne sur... Bah oui, alors tu peux peut-être continuer. Ouais, la prochaine question, c'est bien décrire vos systèmes de production et les contextes dans lesquels vous êtes, donc un peu avec cette fiche qu'il y a derrière. Et comment vos systèmes ont évolué dans le temps, comment vous les avez fait évoluer et pourquoi, et quelle est votre situation économique aujourd'hui aussi. Donc 2017, je me suis installée seule sur des hectares, donc essentiellement en vente directe, le modèle modèle MSV de l'époque, quoi. 1000 mètres carrés de tunnel. Ensuite, j'ai un associé qui est arrivé en 2021, donc avec pour but de travailler à deux, de se répartir les tâches, tout en restant sur le légume. Nous, on avait une vraie volonté, pas de se spécialiser sur d'autres ateliers, mais de rester sur notre gamme de légumes qu'on estimait déjà diversifiée. Pour nous, c'était déjà de la diversification, de cultiver 20 légumes différents. Et en fait, donc je fais l'historique, parce que c'est important de savoir où j'en suis aujourd'hui. Et donc début 2023, moi j'ai pris la décision de remonter dans le Nord, parce que ce que j'ai pas dit, mais c'est marqué, je suis installée en Normandie. Moi je suis du Nord, pour des raisons personnelles, je veux remonter chez moi. Et donc, parce que la bière est meilleure, il y a des baraques à frites, il n'y en a pas en Normandie. Ça c'est un vrai problème. Et donc début 2023, je prends la décision de partir de la ferme. Mon collègue me dit bah moi si tu pars, je m'en vais aussi. On met en vente la ferme. Lui est parti octobre de l'année dernière. Et donc j'ai fait la saison seule avec une saisonnière et là j'ai quelqu'un qui est en phase de reprendre la ferme. Donc nous à deux notre croisière c'était 70 000 €. Moi cette année je vais faire, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai pas mis. Donc je pense que je vais faire 60 000 € parce que j'ai un peu levé le pied cette année comme j'étais pas sûre de transmettre. Bon, j'avais pas intérêt de. Je faisais autre chose quoi. Je me prenais un jour par semaine pour faire autre chose.
Et voilà. Et donc après, en termes de débouchés, parce que ça, c'est assez important, je pense, je fais 50% de mon débouché en magasin de producteurs. C'est-à-dire que je suis la seule, donc j'assure l'entièreté de l'étal. S'il y a besoin de compléter l'étal, je fais de l'achat-revente. Et l'autre partie, on va dire, c'est 10 à chaque fois. 10% en panier d'AMAP, 10% lycée Biocop, où là, par contre, j'ai pas besoin d'assurer l'entièreté de la gamme. Je viens compléter sur des bouts. Et 10% restant, c'est de l'événementiel, on va dire. Voilà. Alors, du coup, nous, si tu peux juste mettre le slide. Du coup, c'est Biodivi, on est dans le Finistère, à côté des Monts d'Arrée. On a commencé en 2010. Alors, du coup, Aurélien, on est associés, on est aussi en couple ensemble. Et alors, nous, notre but, c'était de se dégager du temps. Vraiment, c'était pour nous le plus important. C'est pour ça qu'on a essayé beaucoup de systèmes dès le départ. Et on a fait vente directe, à la vente aux cantines, au restaurant. Et maintenant, on est passé en coop. Et on essaie d'avoir au moins, je dirais, 5 à 7 semaines de vacances par an. C'est vraiment notre but. Et l'ergonomie. Et tout ça aussi en sol vivant, ça reste notre principal, enfin, notre axe directrice, c'est toujours ça. Du coup, on mécanise aussi beaucoup. Et on a aussi, on est 5 personnes pour l'instant sur la ferme. Du coup, alors Aurélien et moi, on est associés tous les deux. On a une apprentie, Elisa, et on a aussi un menuisier. Ouais, on a quelques saisonniers, et on a un menuisier et une secrétaire aussi. Voilà. Peut-être repartir un peu de l'historique. Pourquoi est-ce que vous avez évolué comme ça et de quoi vous êtes parti aussi au départ? Oui, bien sûr. Du coup, on est parti au début donc sur 1 hectare en maraîchage diversifié. Donc, comme disait Bao, l'idée c'était vraiment du temps. Donc, on a commencé à travailler plus en collectif. On s'est associé avec d'autres personnes dans l'idée de réduire au maximum le temps de travail et optimiser les choses. Et donc, les premières années. Ouais, les premières années, on était que vente directe, panier, des systèmes paniers. Après, on a commencé à ouvrir la voie vers les biocoop et les magasins. Et, euh, et donc l'association s'est mal passée finalement avec les 2 autres personnes en 2017. Donc à cette époque-là, 2017, on était rendu à cette dizaine d'hectares-là. Mais avec un système de migros quand même assez bien développé, donc une partie marché qui fonctionnait bien et une partie de migros qui fonctionnait bien aussi. Et donc au départ des associés, tout ça, on a remis en cause un petit peu les choses. Bao aimant pas trop la vente directe, et puis moi j'étais fatigué de 7 ans, 8 ans sur les marchés aussi. On s'est dit bon, on change de système complètement. Et là, on est passé en système beaucoup plus spécialisé. On est monté à 30 hectares de culture, dont 10 hectares de plants de pommes de terre en coopérative avec Douarden pendant quelques années. Et après, on a fait et le système légumier, donc avec une dizaine de légumes en coopérative. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a redescendu un petit peu, enfin on a bien redescendu en culture, on est repassé à une dizaine d'hectares, dont 5-6 vraiment en culture. Et, et donc tout est en coopérative avec BioBraise. Voilà. Et juste pour préciser, là, tu as parlé de l'impact sur votre temps de travail, mais sur le chiffre d'affaires, ça fonctionnait bien avant et ça fonctionne toujours ou Alors, sur le chiffre d'affaires, on a vécu des moments assez difficiles, le départ des associés, puis l'apprentissage de changement de système. On a passé une phase de redressement judiciaire, donc on a eu des grosses difficultés financières avant 2020 et enfin autour de 2020. Et depuis, on a réaugmenté nettement les chiffres d'affaires par rapport à avant où on était à du coup 4 associés sur la ferme, en étant que 2 associés et finalement presque moins de main d'œuvre au final. Donc voilà, on stabilise et on cherche à augmenter encore le chiffre d'affaires, mais bien meilleur qu'avant. Ouais. Ok, et Xavier, ouais, peut-être que toi tu peux nous faire un petit panorama des différentes fermes que tu rencontres et du rapport diversification chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux voir? Oui, voilà, je peux donner un petit peu des grandes lignes. C'est que les maraîchers qui gagnent le mieux leur vie, c'est des maraîchers qui sont dans la mécanisation ou dans la capitalisation.
Donc, quand je dis capitalisation, c'est beaucoup de serres, des serres qui sont chères et de la spécialisation. Ensuite, ce sont des maraîchers qui ont du personnel, puisque par définition, avoir un employé, c'est dans le but de gagner plus que si on l'avait pas. En tous les cas, c'est un petit peu comme ça que c'est conçu. Et donc, ce que j'observe, c'est je m'attarde à questionner toujours sur quel est votre chiffre d'affaires et combien vous avez d'UTH, d'unité de travail humain sur un temps de travail cohérent au cours de l'année, donc entre 35 et 40 heures, 47 semaines par an. Et finalement, les chiffres sont très constants. Sur le petit maraîchage diversifié, très peu mécanisé, on est autour de 35 000 € de chiffre d'affaires sur un système qui tourne correctement, c'est-à-dire pas de grandes difficultés techniques, un système commercial qui est un petit peu en route. Alors des progrès à faire à droite à gauche, mais c'est le cas pour n'importe quel maraîcher sur Terre, de toute façon. Mais le chiffre de 35 000, c'est un chiffre qui revient souvent et c'est rarement plus. Alors c'est parfois plus, c'est d'ailleurs pour moi des modèles, et là je parle de modèle, c'est de modélisation, c'est de comprendre comment ils font pour être à des chiffres qui sont meilleurs que 35, donc ça existe, j'en connais quelques-uns, et voilà. Et dès qu'on est mécanisé, en maraîchage, alors que ça soit sur des surfaces assez modérées ou des surfaces un petit peu plus grandes, il y a un ratio qui revient toujours dans mes petits calculs très simplifiés, c'est 45 000 € de chiffre d'affaires par UTH. Voilà. Merci. Alors, du coup, la prochaine question, c'est vous, dans la simplification que vous avez fait dans votre système, est-ce que vous y retrouvez aussi votre compte dans l'intérêt du travail que vous avez au champ? Parce que souvent, à l'installation, quand on veut avoir tout son panel, c'est aussi en se disant, ça va être plus fun d'avoir tous ces légumes à gérer. Comment est-ce que vous voyez les choses, même par rapport à la charge mentale que vous avez aujourd'hui? Donc moi, je me suis installée sur une gamme de légumes hyper large et au fur et à mesure, j'ai diminué la gamme de légumes pour vraiment faire d'une part ce qui se vendait et d'autre part ce que je réussissais. Donc quand je dis ce que je réussissais, ça veut dire que j'ai enlevé ce que je ne réussissais pas. Et en fait, c'est très satisfaisant de réussir. Rien que ça, de se balader dans son champ et de voir des cultures qui vont bien, de servir aux clients des beaux légumes. Parce que le légume moche, c'est moche, donc c'est pas gratifiant. Donc ça, c'était la première, et c'était peut-être ce qui m'a le plus motivé en fait. C'est que je voulais que quand je rentre dans mon champ, je vois pas la liste des choses à faire, mais je vois ce qui aille bien. Et la simplification, mentalement, ça nous rend plus efficaces. Parce que, alors, on n'a pas du tout le même degré de simplification. Moi, je reste toujours sur une quinzaine de légumes, je pense, cultivés. Donc, mais bon, moi, c'était déjà de la simplification. Donc, ça nous rend plus efficaces. Donc, c'est plus beau. Et ça nous permet aussi, derrière, d'être plus technique. Alors après, c'est des affinités personnelles. Moi, j'aime bien. C'est quelque chose qui m'attire et ça m'a permis hier, on était chez les frères Dieudonné qui disaient, nous, chaque année, on se donne une culture sur laquelle on approfondit et qu'on veut réussir. Et moi, ça m'a permis aussi ça, parce que quand vous avez 25 cultures, c'est un peu déprimant. Quand vous en avez 15 et vous savez qu'en fait, il y en a 7 qui vous font 80% de votre chiffre d'affaires, vous dites en 7 ans, j'ai fait le tour, quoi. Donc déjà, c'est plus enthousiasmant. Et enfin, moi, la spécialisation, là, cette année, donc comme je vous ai dit, je suis passée de 2 à 1, avec la perspective d'arrêter derrière, donc vous avez moins les crocs pour tout réinventer. Du coup, j'ai décidé d'embaucher parce que je voulais quand même maintenir un chiffre d'affaires dans cette perspective de vente. Et en fait, pour embaucher, il faut aussi que le système soit un peu simple. Moi, j'avais quelqu'un qui avait jamais fait de maraîchage, il fallait que ce soit facile à lui expliquer. Et la spécialisation, ce qui amène simplification, c'était aussi ce moyen-là. Et moi, ça m'a bien fait marrer d'avoir quelqu'un sur la ferme. Bon, elle était sympa, ça s'est très bien passé. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est tout bénef, quoi. Je reviendrai pas en arrière.
Et même, j'aurais envie d'aller vers de plus en plus de simplification ou de spécialisation. Et parce que si j'étais restée là, je commence à avoir quelques clés mais ça, on en parlera après. Alors nous, ce que ça nous a apporté, la simplification, dans notre contexte à nous, où on a eu un redressement judiciaire et on était moralement, c'était vraiment difficile pour nous, ça nous a réduit la charge mentale. Voilà, notre but, c'était vraiment de réduire notre charge mentale, qu'on arrive à prendre plaisir à repartir sur la ferme, parce qu'on habite sur la ferme. Et à un moment, c'était dur pour nous d'aller quotidiennement, d'ouvrir la porte et de voir la ferme. Et donc, on cherchait vraiment à se dire, en fait, on va faire des cultures qu'on aime bien. Et où il y a un marché grâce à la COP. En fait, on est en COP. Du coup, nous, on propose à la COP nos légumes qu'on veut faire sur 1 an à l'avance. Et eux nous disent s'il y a un débouché ou pas. Et du coup, nous, on s'est spécialisé dans les aromates. Alors, du coup, coriandre, menthe, persil, un peu de courgettes. Et on rejoint complètement Morgane quand elle disait, on arrive à très, très bien gérer nos équipes. C'est très facile de dire aux gens, voilà, en fait, il n'y a pas à courir partout, il y a ça à faire, on fait nos récoltes de ça, et après, voilà, on va désherber ça. Pour la simplification du quotidien, de la charge mentale. Et en fait, comme ça nous a libéré du temps pour beaucoup de choses, maintenant, on se concentre énormément sur l'ergonomie. Du coup, ne pas se faire mal quand on travaille. Et en fait, et puis sur la biodiversité, on s'est mis énormément sur d'autres postes. Et peut-être tu veux compléter un petit peu. Par rapport à la charge mentale, il y avait une étude qui avait été faite, je ne sais plus si c'était à l'échelle nationale ou normande, mais jusqu'à 7 ans, les maraîchers se plaignent de la pénibilité physique, et passé, je ne sais plus, c'est 7 ou 10 ans, ils se plaignent de la pénibilité mentale. Donc c'est un vrai truc, quoi. Enfin, si vous voulez durer dans le temps, c'est un vrai truc à avoir en tête. Pour rebondir. Et pour continuer dans ta question, tu peux la répéter juste que je me... Eh ben, je me rappelle plus. Non, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, aussi, on s'y retrouve aussi dans le sens où nous, c'est des cultures qui nous plaisent. Enfin, vraiment, c'est ce côté-là plaisant. Ouais, je sais que des fois, elle râle un petit peu parce que là, on a fait beaucoup, beaucoup de coriandre cette année et t'en avais marre de couper de la coriandre. Moi, je sais que j'adore ça. En fait, je m'en fous. J'ai que ça à penser. Justement, je peux faire plein d'autres choses mentalement, penser à plein d'autres choses. Les choses sont rodées. Donc, il y a 14 ans, quand on s'est installé, jamais je chiais sur les modèles gros, hein, clairement. Jamais j'aurais fait ça. Et vraiment, je trouve qu'on a une paix d'esprit, on a dégagé beaucoup de temps de travail. Du coup, on va au boulot pour des choses qui nous plaisent, et ça nous a dégagé beaucoup de temps pour faire d'autres activités qui nous plaisent aussi. Donc, on n'est plus enfermé autant dans le travail qu'avant, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, c'est l'avantage qu'on en tire le plus. Et ouais, tu disais quand on préparait que tu avais aussi plus de bandes fleuries, vous aviez planté plein de haies. Ouais, vraiment, je pense, on est un peu parti trop loin dans la biodiversité. Et fais gaffe à ta charge mentale. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais. Et en fait, c'était aussi dans la simplification. On voulait aussi avoir une ferme jolie, parce que c'est joli d'avoir plein de trucs vivants et du vert partout. Et en fait, on voulait de la couleur, des choses comme ça. Et tu vois, cette année, j'ai planté une bande fleurie, quoi. Nous, nos bandes, c'est 150 mètres de long, tu vois. Donc, j'ai planté 150 mètres sur 3 mètres, quoi, tu vois. Et peut-être parce que je me fais chier. Après, on a la chance d'avoir une équipe aussi qui est super. Donc, ouais. Mais ouais, on s'est mis à fond dans Paysans de Nature. Là, on a rejoint Paysans de Nature. On est dans plusieurs groupes aussi. Ouais, parce que là, du coup, vous parlez de votre travail sur la ferme, mais le fait de dégager du temps, ça vous permet aussi de vous investir dans MSV, d'avoir du temps pour nous, pour traverser la France, pour venir nous voir. Ça, c'est cool. Du coup, il y a ça aussi. Il y a ce côté moins isolé sur sa ferme. Xavier, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ? Oui, je dirais que pour rebondir sur ce que disait Morgane, c'est progressivement de la spécialisation. La question, c'est en quoi se spécialiser. Et donc, si on ramène la chose à l'économie, puisque c'est une des limites des petits systèmes MSV, je parle des petits, la question c'est comment on sélectionne sur l'exploitation les cultures qu'on va continuer, les cultures qu'on va abandonner. Il y a un point commun
entre tous les maraîchers qui ont des ratios au-delà de la moyenne, c'est qu'ils sont strictement obsédés du chiffre. C'est des gens qui regardent les temps de travaux, qui regardent les chiffres d'affaires, qui regardent les dépenses, qui font des tableaux, qui font ce qu'on appelle en gestion du contrôle de gestion et qui savent toujours exactement où ils en sont. Et quand on sait où on en est, d'un point de vue rentabilité de chaque culture tel qu'on les fait, ça permet d'améliorer le rendement de chaque atelier et d'envisager de forcer sur des ateliers qui vont bien et des ateliers qui vont moins bien sur le plan économique. Ok, merci. Et d'un point de vue mécanique, est-ce que du coup ça a changé des choses? D'un point de vue matériel que vous aviez sur la ferme, vous avez été obligé de réinvestir ou finalement que c'était plus avantageux? Ouais, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Xavier à l'instant, parce que c'était important. Nous, on a que ça soit Bao comme moi, on n'aime pas du tout les papiers. C'est quelque chose qu'on n'aime vraiment pas, mais pas du tout. Et pourtant, ça allait pas forcément très bien au moment où on a commencé à faire ça, mais on a commencé à embaucher une personne en secrétariat sur la ferme et qui nous fait des tableaux de suivi, qui nous suit, qui s'occupe d'une grosse partie de l'administratif et tout. Et en fait, on se dit c'est un coût énorme, on va pas embaucher du secrétariat sur une ferme. Enfin, c'est des choses impensables. Moi, j'ai jamais. Nous, c'est 2 jours par semaine, donc c'est 14 heures par semaine. Et en fait, il y a large du boulot pour elle pour 14 heures par semaine et on gagne énormément de temps. Et comme tu dis, il y a des suivis. Avant, on faisait aucun suivi. On a des suivis techniques, on a des suivis. Nous fait noter tout ce qu'on a dans un casier. La secrétaire ressaisit tout. Et en fait, on a des visions très claires de ce qu'on fait qu'avant on faisait pas. Et on sent vraiment qu'on est en train d'améliorer les choses avec ça, quoi. Donc, la partie suivi chiffres, c'est quelque chose qui a été vraiment très important, qui nous aide beaucoup. C'est table ronde. Et nous, avec Marc, on aimait bien les tableaux avec mon ancien associé, et on s'était amusé à calculer alors pas pour tous les légumes, mais des rentabilités par légume justement. Et alors, je vais prendre un exemple très précis, mais il se trouvait que sur notre ferme, le céleri était le légume le plus rentable parce que ça marchait bien chez nous. Et donc j'en reviens au truc de spécialisation, diversification. On s'est dit très bien, le céleri est très rentable, mais concrètement, nous on pouvait pas augmenter notre production de céleri parce qu'on avait comme débouché essentiellement de la vente directe et les gens allaient pas manger plus de céleri. On voulait pas aller chercher un nouveau débouché pour vendre du céleri. Mais l'histoire a fait que en collaboration, on s'est mis à vendre au Biocoop et au lycée agricole. Et là, jackpot. Là, je me suis dit, on va faire du céleri pour les Biocoop et le lycée agricole, parce qu'ils mangent du céleri rémoula de tous les jours, les jeunes, là. Et je sais pas si c'est comme ça ici aussi, mais nous, c'est ça. Et du coup, toutes les semaines, je passe 20 kilos de céleri à 2,94 €. Pour une ferme comme moi, plus. Donc, j'ai fait ça sur le radis noir, sur la betterave. 3 légumes que je réussis très facilement, le navet aussi, qui, sur ma ferme, sont assez rentables. Et en fait, je suis sur un modèle un peu bâtard où j'ai quand même une gamme très diversifiée parce que je dois assurer un étal, parce que je suis la seule sur le lieu de vente. J'ai viré des légumes. Là, cette année, c'était la pomme de terre, l'oignon, parce que c'était pas rentable. Et ça, je les achète en achat-revente. Et j'ai des trucs où je sais que je peux être efficace, où j'ai le débouché en face, parce qu'il faut avoir le débouché en face aussi. Et là, je mets le paquet, en fonction de ce que je suis en mesure de vendre quand même, quoi. Voilà. Ok. Et on va répondre sur ta question, c'est ça? Ouais, non, mais du coup, je voulais quand même rebondir. Là, vous dites que ça fait combien de temps que vous avez une secrétaire? Juin, juillet. Du coup, ça ne vous a pas permis encore aujourd'hui de dire vous réorienter encore après Est-ce que vous allez réorienter tous les ans? Tu veux dire la garder, tu veux dire ou non, pas par rapport à la secrétaire. Par rapport aux productions que vous avez et par rapport à vos résultats et là, tu vois, votre efficacité. Juste parce qu'on note tout et que en fait, la secrétaire, elle sort un document Excel. On a vu en fait sur la production de courgettes, par exemple, on arrête et l'année prochaine, on la refait pas. Parce qu'en fait, c'est casse d'eau. Même l'équipe, elle veut plus la faire. Et en fait, nous, on a regardé par rapport aux chiffres. C'est pas bon. Du coup, en fait, ça nous a permis de se dire... en fait, on avait un débat, en fait, du coup, comme on est tous les deux, en fait, parfois, on se dit, attends, non, on la garde, cette culture, on la garde pas. On n'avait pas vraiment de chiffres.
Et maintenant que tout est suivi avec quelqu'un qui suit bien, on a dit, bah, regarde, on a les chiffres. En fait, ça rapporte pas autant que ça, cette culture, on l'arrête. Bah, Enfin, la courgette, moi dans mon tableau, c'est pareil, la courgette c'était nul. C'était vraiment nul, donc fallait juste en faire pour en avoir sur l'étal, mais surtout pas de surproduction de courgettes, interdit. Enfin, donc c'est intéressant, non mais c'est vraiment intéressant. Ah, je dirais que c'est des exemples qui sont bien parce que vous avez des chiffres en face. Ça ne veut pas dire que la courgette n'est pas un produit rentable, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est juste que c'est bien de savoir où on en est avec son propre système. Et là, maintenant, c'est le technicien qui parle pour se dire pourquoi ça fonctionne bien à un endroit ou à un autre, pourquoi tu excelles en céleri et pas dans une autre culture. Il y a peut-être des explications techniques. Et du coup, il y a aussi une notion, c'est pas figé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un atelier qui n'est pas rentable parce que ça cloche sur le plan technique. Et donc, il y a aussi des améliorations. Donc, c'est pas figé non plus dans la question de la performance technique. Du coup, on peut repartir sur l'ancienne question de tout ce qui était équipement. Est-ce que ça a changé? Ça coûte plus cher, moins cher? Donc, au niveau de l'équipement, ça a été, en fait, nous, on s'était déjà bien équipés avant. Parce qu'on avait commencé doucement, on avait commencé progressivement, notamment la pomme de terre. On était passé de 1 demi-hectare à 2, à 3, à 4, à 6, à 10. Enfin, les choses ont été progressives. On est rentré en CUMA à un moment qui nous a bien aidé dès lors qu'on était sur du gros volume. Après, on a arrêté quand même, ça fait 1 an, là, on a arrêté. Parce qu'on a réduit de manière conséquente, on travaille très peu nos sols, donc finalement l'accès aux gros engins, on n'en a plus besoin. Mais la CUMA est quelque chose de bien quand c'est bien géré, hein, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de facteurs humains dans une CUMA. Mais ça peut être un bon outil. Attention au poste de dépense aussi dans les CUMA, à pas utiliser trop de matériel et pas surdépenser. Et sinon, on s'est équipé, nous essentiellement, c'est une planteuse qu'on a, une planteuse à godet là, qui permet de passer des mulches, des choses comme ça. Et on a pas mal, on est dans un bassin, enfin, il y a quelque chose qui peut aider quand même, c'est qu'on est dans un bassin de production de pommes de terre échalotes et les équipements, enfin, on a accès à des équipements de collègues à moindre coût parce que on a des productions, on a un collègue qui a une très bonne dérouleuse à plastique et comme on bosse ensemble régulièrement, cette dérouleuse à plastique, on l'utilise une bonne partie de l'année, la sienne, à moindre coût, quoi. Donc nous, on a, du fait qu'on est dans un bassin de production qui correspond aux outils qu'on utilise, on arrive à soit par la CUMA, soit par des collègues qui font la même chose, à réduire les coûts énormément de matériel. Et après, en termes d'épandage des matières organiques, on a une région d'élevage, donc en fait, tout est à portée de main pour épandre de la matière, quoi. Mais donc juste pour finir, on n'a pas fait dans notre cas de gros investissements spécifiques. Au contraire, on a fait avec ce qu'on avait pour spécialiser. Je vais rajouter, comme on a arrêté la CUMA, on a quand même économisé environ 1 000 € par mois de frais de CUMA. Moi, ça n'a rien changé. Moi, j'ai été responsable de CUMA tout en étant technicien d'une coopérative au début de ma carrière. Et en fait, le système de CUMA, quand c'est possible, c'est quand même très très bien. Je parlais des ratios tout à l'heure où on est plutôt à 35 000 de chiffre d'affaires en moyenne sur un petit système maraîcher de moins d'1 hectare et faiblement mécanisé. La contrainte, c'est que si on met de la mécanisation dans un truc d'un demi-hectare ou d'1 hectare, vous avez des frais de mécanisation qui vont gommer l'amélioration de la productivité, en tout cas d'un point de vue financier, d'un point de vue résultat net. Ça améliorera les conditions d'un point de vue pénibilité du travail, éventuellement, mais en tous les cas, pas autrement. Et donc, dans les petits systèmes, moi, je pense vraiment que vous avez tout intérêt à être mécanisé sur ce qui peut l'être, mais qu'il faut pouvoir être en capacité, et ça dépend de où vous vous trouvez, est-ce que vous avez des voisins et tout, mais vraiment d'avoir du matériel en commun, quoi. C'est vraiment un levier important pour différents travaux, hein. Tu as parlé de déroulage de plastique, c'est aussi largement valable pour les quantités de matière organique qu'on épand, mais grâce à Jérémy qui est intervenu ce matin, on va arrêter de mettre de la matière organique, on va mettre des lactos, ça prendra moins de volume. C'est bon?
On peut juste revenir sur la commercialisation, le fait de se spécialiser comme ça, vous ne devenez pas dépendant d'un petit nombre de personnes par rapport à pour vendre vos productions. Le collectif. Du coup, je fais lien avec cette sorte de collectif. Donc moi, je suis dans une région où il y a très peu de maraîchers. Je suis une région de vaches laitières. Il y a des vaches, mais il n'y a pas de maraîchers. Et j'ai des collègues qui sont installés à côté en 2021. Donc dès le départ, on s'est mis d'accord pour bosser ensemble. Et par exemple, on a échangé le matériel. Donc ça, c'était super. Et en fait, la commercialisation, quand je vous disais lycée Biocop, c'est arrivé par l'histoire. En fait, c'est elles qui ont amené ces deux débouchés-là et qu'on fournit ensemble. Et donc moi, enfin, la spécialisation, elle est permise parce que j'ai des collègues à côté. Parce que, en fait, le lycée, si je livrais que du radis noir et du céleri, ce serait peut-être un peu triste. Mais comme elles sont là, elles fournissent les choux, et puis, je sais plus quoi, par exemple les courgettes ou les aubergines. Ça nous fait alors c'est pas la même saison, mais ça nous fait un montant de livraison valable. Pour la Biocop, c'est pareil, elle est à 30 minutes de chez nous. Si je livrais 70 €, c'est pas valable. Si on livre 200 € à deux, c'est valable. Et donc, cet aspect de collectif, je trouve qu'elle est d'autant plus facile avec des collègues. Parce que du coup, moi, c'est pas des particuliers. Je travaille pas avec des particuliers, je travaille avec des collègues. Elle est d'autant plus facile quand on se met en réseau, en fait. Et pour moi, la spécialisation, c'est aussi... Enfin, par exemple, je voulais pas faire de poule pondeuse sur la ferme parce que j'avais un collègue à 10 minutes que je connaissais qui faisait la poule pondeuse. En fait, je me voyais pas sortir des œufs alors que lui, c'était son boulot principal. Et pour moi, la spécialisation, c'est une manière, et c'est comme ça qu'on a évolué socialement, de faire plus facilement société, de plus facilement se mettre en lien avec des collègues, et moi, je trouve que j'aime bien. Donc, nous, on est en coopérative de producteurs. Du coup, on a une réunion 1 an à l'avance. Et c'est vraiment c'est BioBresse. Du coup, c'est une coopérative qui est assez forte, où les paysans ont un pouvoir assez fort. Du coup, en fait, 1 an à l'avance, on propose à une réunion les légumes qu'on veut faire. Et par rapport à ça, ils nous disent s'il y a du débouché. Et puis, si on veut, on peut le faire. On a 30% de ventes directes autorisées hors de la COP. Donc, on peut le faire si on veut. Et si on veut continuer sur les légumes que la COP a plus besoin, on peut aussi. Au contraire, nous, on a trouvé qu'être spécifique, c'était un grand plus financièrement. Et pour appuyer ce que tu viens de dire, la dépendance effectivement à un seul organe ou un seul débouché, je ne sais pas comment on peut dire. Nous justement, ce qu'a dit Morgane, la coopérative BioBresse en tout cas, c'est du collectif. Donc en fait, on a la force, on a la capacité d'offrir donc le client principal de BioBresse et Biocop. On a une capacité d'offrir à ce client par exemple une très grande gamme. On est une cinquantaine de fermes. Et avec chacun a sa spécialité, mais dans le collectif, on offre une grande gamme qui permet d'avoir des marchés importants, quoi. Donc il y a une forte dépendance à ce système-là, mais comme on est en collectif, on a une résilience aussi aux événements, aux fluctuations de marché et climatiques, parce qu'on est en collectif, quoi. Xavier, non, J'irai plus loin, c'est que du coup, ce collectif, il va au-delà de la commercialisation ou du prêt de matériel. Enfin, s'il y en a une là, par exemple, elles n'avaient pas réussi à arracher leurs patates parce qu'il a trop plu, elles étaient en retard, on va chez elles filer un coup de main pour les patates. Enfin, le fait de commencer ou le gars qui élève les poules là, qui fait des œufs, on a un magasin de producteurs tous ensemble, il va livrer les œufs, il m'appelle, il me dit, Morgane, il y a un problème, il y a un nid de guêpe dans le magasin. Et en fait, c'est le fait qu'il soit passé, c'est le fait qu'on soit en bon terme. Pas de problème, moi je viens avant la permanence, parce que là il a fallu utiliser de l'insecticide, à un moment donné, j'allais pas les enlever une à une. Et c'est des tout petits trucs du quotidien en fait, mais ça facilite tellement la vie. C'est un autre monde, quoi. Merci. En fait, ça va faire une super transition sur la thématique qu'on va aborder sur les 3 prochaines présentation. Est-ce que vous voulez faire une petite synthèse ou il y a encore des choses dont vous voulez parler? Tu voulais parler des clés tout à l'heure, Morgane.
Tu disais que le fait d'avoir spécialisé sur certaines cultures, tu avais trouvé des clés de culture qui étaient intéressantes. C'est ce que je disais, c'est que plus... Et en fait, du coup, on prend le temps aussi de mieux regarder. Moi, je me suis rendu compte, là, cette année, vraiment, j'ai cru que ça allait être la pire année de ma vie, parce que je me retrouvais toute seule pour gérer une ferme qui était gérée avant à 2. Et en fait, ça a été ma meilleure saison, alors que la saison était pourrie en plus. Et vraiment, j'ai passé une très bonne saison, parce que j'avais réduit ma charge mentale. Ah, il y a autre chose que je dis. J'avais réduit ma charge mentale et j'ai pris le temps, en fait, de regarder mes cultures qui étaient moins nombreuses. Donc, notre cerveau a une capacité d'analyse finie, malheureusement. Enfin, moi, en tout cas, la mienne est finie, peut-être pas la vôtre. Et le fait de mieux me concentrer, en fait, sur certaines cultures, cette année, j'ai compris plein de choses. Vraiment. Et alors... peut-être que je le mettrai en place ou pas, mais ça m'a permis d'avancer vraiment techniquement, et ça, c'est une satisfaction. Et l'autre chose que je voulais aborder dans la commercialisation et qu'on n'a pas abordé, c'est cette histoire de diversification, spécialisation. Il y a 2 échelles, en fait. Il y a une échelle dans l'espace, dans votre champ, c'est-à-dire que oui, vous êtes diversifié, vous avez, là, vous regardez au mois de juillet, vous avez 25 cultures différentes dans votre champ. Super. Par contre, dans le temps, si on regarde votre étal, en avril, alors juillet c'est trop facile, septembre trop facile, novembre, janvier, là, votre étal à un temps T, il est très restreint en fait. Et moi, autant j'ai visé la spécialisation, alors toute proportion gardée, hein, vraiment il y a un monde, dans le champ, par contre, je veux que sur mon étal, il y ait toujours une grande variété, quitte à aller vers l'achat-revente en fait. Et commercialement, mes clients, ça leur importe peu de savoir que la pomme de terre ou l'oignon vient de loin. Par contre, ils sont très contents que j'ai 4-5 verdures différentes sur l'étal toute l'année, quoi. Et c'est vraiment cette notion de spécialisation au champ pour diversification sur l'étal dans le temps, ou vice-versa. Et comme on n'est pas capable tout seul de gérer, ou à 2, de gérer beaucoup de diversité, où il y en a qui le sont, mais la majorité, on est limité, et ça se ressent dans l'étal, en fait, dans le temps, sur l'étal. Je ne sais pas si vous voulez conclure, peut-être. Oui, juste un point aussi pour nous, on est dans un bassin où il y a beaucoup d'installations.